tremble déjà. Hein? Ça tout tremble. Pas déjà. Allez. Ça roule, Je parie parce que ça m'intéresse de voir Oui, merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Écoutez, bien bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse. Je m'appelle Guy Rousseau, je suis directeur général ici à la Société Saint-Jean-Baptiste. Puis étant donné que j'aime pas ça faire des conférences tout seul, fait que j'ai emmené mes amis. Il y en a de partout. Premièrement, je voulais remercier les médias d'information et vous remercier d'avoir répondu à notre appel. Et pourquoi qu'on vous a convoqué à cette conférence de presse-là, c'est, comme vous savez, la Société Saint-Jean-Baptiste, depuis le début, 1847, pour ce qui est de la Mauricie, 1834, pour ce qui est du jeune Maxime, qui est président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Jeune depuis 1834. Au départ, les sociétés Saint-Jean-Baptiste ont été fondées pour défendre et faire la promotion des intérêts du Québec. Un des volets qui est fondamental, c'est la question de la protection du patrimoine national. Et la question de l'intégrité du territoire devient à ce moment-là un élément fondamental dans la défense des intérêts du Québec. C'est évident que souvent on connaît plus sur le volet question nationale ou sur le volet de la langue française, mais la question du patrimoine national et la question de l'intégrité du territoire, c'est un élément qui nous tient à cœur. Donc, vous conviendrez que le projet de Léoduc, c'est quand même un projet qui est pas mineur, mais c'est pas pour ça qu'on vous a réunis, c'est pas parce que c'est un projet qui est majeur. C'est parce qu'en Mauricie, il n'y a pas personne qui a de l'air à considérer que c'est un projet important. C'est un peu étonnant qu'en Mauricie, il n'y a pas personne, à part d'une ou deux lettres ouvertes, mais qu'on se soit interrogé sur la pertinence d'un projet qui va séparer, je vais exagérer un peu, mais pas tant que ça, qui va séparer la région en deux. Au lieu d'avoir un train, il va y avoir un oléoduc qui va séparer, dans le fond, le haut de la Mauricie avec le bas. Ça n'aide à rien, mais il faut voir ça comme contexte. Il y a un tuyau qui sépare. C'est tout. On vient de mettre une clôture. On vient de mettre une clôture dans notre région. Personne ne se pose des questions. Fait que nous autres, dans la société, on s'est dit, ben, on va donner un coup de pied sur la cacane.
On va essayer de voir si ce projet-là, effectivement, ça n'a pas de conséquences, ou si ça en a. Dans le fond, le but de la conférence de ce matin, vous allez voir qu'il y a des personnes qui se fréquentent dans notre secteur d'activité ont leurs compétences. Le but de l'exercice de ce matin, c'est d'amorcer une mobilisation régionale, une sensibilisation régionale, les deux, sur la question de l'éologie. Parce que nous autres, on considère que c'est un événement qui est majeur pour la région. À ce moment-là, on s'est dit, c'est notre rôle, comme société nationale, d'au moins allumer quelques lumières rouges par rapport à un projet aussi majeur que ça. Donc, pour nous aider au niveau de l'information, dans un premier temps, on va avoir Roger Kahn, qui est président de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, qui va compléter l'introduction. Par la suite, il y a M. Rochelot, qui, en tant que membre du conseil d'administration, mais aussi, il est intervenu au Nouvelliste dans le cadre d'une lettre ouverte, pour vous expliquer ça tantôt. Cette préoccupation. Et c'est un peu lui, si je peux dire ça comme ça, qui a attaché le garde au conseil d'administration. Disons ça un peu comme ça. Et ici, il y a Maxime Laporte, qui est président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il y a M. Jacques Tétrault, ici, qui est descendu de Saint-Hyacinthe d'ailleurs, mais qui est porte-parole au niveau national du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Je vais vous expliquer ça tantôt, mais c'est à peu près 100, 120 organismes partout au Québec. Et il y a Robert Laplante, qui est directeur de la revue Action nationale. Cette revue qui vient de sortir, c'est-à-dire pas de sortir, mais ce numéro particulier sur la question des hydrocarbures, vous en parler tantôt. Robert est directeur de la revue d'Action nationale, mais il est aussi directeur de l'Institut de recherche en économie contemporaine. J'interromps peut-être Roger. Ça va essayer. Il y a aussi, juste avant, mais il y a aussi des gens de différentes organisations, entre autres des gens de la coalition Au Secours au niveau national qui sont présents avec nous. Il y a peut-être d'autres. Il y a des gens de la Société Saint-Jean-Baptiste qui sont du Québec. D'autres, ça va. Présentez-vous. Si je vous oublie. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Effectivement, le conseil d'administration de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie s'est penché lors de ces dernières réunions sur la problématique de l'impact d'un passage d'un oléoduc sur le territoire. Effectivement, on a été vraiment subjugué par toute la problématique que ça amenait. Puis on s'apercevait qu'effectivement, il n'y avait pas personne sur le territoire qui réagissait. On s'est dit pourquoi. D'autant plus qu'on venait de voir dans les journaux que le Trans-Canada a rencontré le conseil municipal et des conseils de la MRC de la région, et tout beau, tout était parfait pour eux autres. Donc, on est toujours des extraterrestres, nous, pour comprendre ce qui se passe. Et on s'est penché sur cette chose-là, et on a voulu réagir. En fin de semaine, je recevais mes petits-enfants, 1 an et 3 ans. Tout à coup, ça m'a allumé. J'ai dit, c'est eux autres qui vont être les boucs émissaires si on prend une mauvaise décision aujourd'hui. Parce que c'est eux autres qui vont avoir à subir les potentiels de risques que crée cet oléoduc. Alors, moi, déjà, on va voir dans les présentations des autres qu'il y a plein d'autres arguments très néfastes à l'égard de ce projet-là. Alors, on va laisser chacun se parler. C'est ce qui m'amène à demander à Yves de préciser un peu plus la position locale du projet. Et la problématique dimension mauricienne. Donc, commençons par une petite introduction, une mise en situation. Selon le gouvernement du Québec, il y a 69 municipalités qui seront traversées par le pipeline d'énergie Est, qui est administré par Trans-Canada. Selon l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, le déversement de pétrole brut pourrait avoir des conséquences désastreuses, sur l'approvisionnement en eau potable des populations riveraines.
Selon un sondage Crop l'actualité, fait en décembre 2014, seulement 35 des Québécois appuient ce projet-là, alors que 49 y sont défavorables. Sur les 69 municipalités visées par le tracé, 60 représentées par 4 MRC se disent inquiètes ou refusent carrément que cet oléoduc passe chez elles. 60. En Mauricie, le projet touche 2 MRC et une grande ville, soit la MRC de Masquinongé à l'ouest, la ville de Trois-Rivières au centre et la MRC des Flots à l'est, pour un total de 9 municipalités concernées. Sur ces 9 municipalités, contrairement à l'ambiance qui règne ailleurs dans le municipal, seulement une, Batiscan, s'est prononcée contre, une mairesse, alors que le préfet de la MRC de Masquinongé, M. Robert Lalonde, celui de la MRC des Flots, M. Gérard Bruno, de même que le maire de Trois-Rivières, M. Yves Lévesque, ont tous tenu des propos plutôt favorables au projet, ne semblant n'y voir ni danger ni inquiétude. Pourtant, ce sont là des sujets d'inquiétude. Et ce ne sont pas les sujets d'inquiétude qui manquent. Pour ce qui est de la MRC de Masquinongé, elle verra s'installer chez elle une station de pompage dans la municipalité même de Masquinongé. Hors de l'aveu même de TransCanada, ces stations de pompage sont responsables à 90% des fuites de pétrole. Au surplus, selon une étude indépendante réalisée à la demande de TransCanada, la rivière Puyou est classée à risque élevé en termes de possibilité de glissement de terrain, alors que la rivière Yamachuche est évaluée à risque modéré par la même étude, mais plutôt à risque élevé par la MRC de Masquinongé, quant à la rivière Yamachuche. À Trois-Rivières, l'usine de filtration qui prend son eau dans la rivière Saint-Maurice est située en aval, c'est-à-dire au sud, à quelques kilomètres au sud de l'oléoduc. Cette usine de filtration dessert la population des deux rives de Saint-Maurice, soit grosso modo celle de l'ancienne ville de Trois-Rivières et du côté est, celle de ce qu'on appelle maintenant, depuis la fusion, du secteur du Cap-de-Madeleine, c'est-à-dire environ à peu près 100 000 personnes. Une étude a démontré qu'une fuite représentant moins de 1,5% du pétrole transporté quotidiennement serait difficile à détecter, premièrement. Or, ce taux équivaut, moins de 1,5%, équivaut à 2,5 millions de litres par jour, ou à 15 000 barils par jour, ou encore à 664 barils à la minute, qui s'écoulerait à moins de 1,5% de fuite au début du volume. De plus, la rivière Saint-Maurice est évaluée à risque modéré par Transport Canada lui-même. Il faut se rappeler que la question de la localisation des prises d'eau et des dangers de contamination de l'eau potable qui en découlent est une des raisons majeures qui amène nombre de municipalités à s'interroger et à dénoncer ce projet. Donc, toute la question de l'eau potable et des prises d'eau. Notamment Portland, Maine, qui a refusé à cause de ça. La MRC des Genoux, quant à elle, aura aussi un site de station de pompage situé à la hauteur de Saint-Maurice et les rivières Sainte-Anne, Batiscan et Champlain sont considérés à risque élevé en termes de possibilité de glissement de terrain. Face à un tel décor, comment les dirigeants de nos trois entités municipales peuvent-ils se dire rassurés alors qu'une très grande majorité de leurs homologues municipaux se disent inquiets ou opposés à ce projet? Nous avons tout lieu d'être perplexes car plusieurs questions se posent. Qu'ont-ils compris que les autres dirigeants municipaux n'ont pas compris? Lors de leur rencontre avec les représentants de l'Office national de l'énergie, l'ONE, ont-ils posé des questions sur les dangers quant à la contamination de l'eau potable, quant au risque de glissement de terrain, quant aux stations de pompage? Ont-ils rencontré des représentants de TransCanada concernant le dossier Énergie-Est? Ont-ils abordé ces mêmes questions avec TransCanada?
ont-ils signé des ententes de confidentialité avec TransCanada ou avec d'autres intervenants, comme l'a refusé le maire de Mascouche? Ont-ils rencontré l'un ou l'autre des 27 lobbyistes de TransCanada inscrits au registre des lobbyistes en 2014? En Mauricie, quel besoin veut-on combler en acquiesçant à ce projet? Compte tenu de l'ampleur, de la complexité, de la gravité en termes d'impact potentiel d'un tel dossier, la plus grande transparence s'impose. De toute évidence, nos élus municipaux ont le fardeau de la preuve, c'est-à-dire qu'ils ont le devoir de nous expliquer pourquoi ils se sentent si en sécurité, alors que tout le monde municipal concerné se dit inquiet ou refuse ce projet. Face à des projets semblables, il faut se rappeler que le président Obama a dit non, que la Colombie-Britannique a dit non et que la ville de Portland, Maine a dit non. Le temps n'est ni à la nonchalance, ni au jovialisme, ni à l'angélisme, ni à l'aveuglement volontaire, mais bien à la transparence et au sens des responsabilités, inspirées avant tout par la recherche et la protection du bien commun et de l'intérêt public. J'inviterai le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, M. Maxime Laporte, mais non seulement il est ici comme porte-parole de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, mais il est aussi le coordonnateur d'une organisation qui s'appelle Speak White. Non, Speak Vert. Speak White, mais ça, on va Speak Vert. Ben, on aura merci Guy. On aura compris effectivement la référence au fameux poème de Michel Lalonde qui effectivement s'indignait à l'époque vis-à-vis des colonialistes qui nous disaient « speak white ». Mais aujourd'hui, on nous dit en quelque sorte un peu la même chose, mais autrement. On nous dit toujours en anglais, d'une part. On nous dit aussi « speak oil ». Alors, l'idée de Speak Vert vient effectivement d'un front commun d'organismes d'écolos, d'agriculteurs, de défenseurs de la langue française. C'est une alliance qui est formidable, qui est extraordinaire, qu'on ne voit pas tous les jours, mais qui s'impose de manière naturelle. Ce qui arrive, c'est que l'Office national de l'énergie, qui est un organisme fédéral, qui est présidé d'ailleurs par un unilingue anglophone, M. Watson, se fout carrément, effectivement, de notre charte de la langue française. Et plus encore, je dirais, ne respecte pas la législation fédérale quant aux deux langues officielles. Il apparaît dans les documents, effectivement, les 30 000 pages de documents déposés par TransCanada sur le projet Énergie-Est à l'Office national de l'énergie, que toutes ces pages sont officiellement en anglais. Alors, quand on parle de deux langues officielles au Canada, il faut croire qu'il y en a une qui est plus officielle qu'une autre. Nous, avec le Centre québécois du droit en environnement, nous sommes allés à la Cour fédérale pour demander une injonction afin que soient suspendus les processus en cours à l'Office national de l'énergie. Ben, cette injonction-là a été rejetée par le juge de la Cour fédérale. Alors, on n'a pas eu le choix, effectivement, de sortir publiquement, de tisser cette grande alliance de plus d'une vingtaine d'organisations, dont Greenpeace, Équiterre, la Fondation Suzuki, Au Secours, la QLPA, la COVO, etc., le Mouvement Québec français, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Nous l'avons lancé le 20 février dernier. C'est une manière de répliquer à ce mépris. Ce mépris, je dirais, néocolonialiste, là. Ce mépris à l'égard du peuple, de la langue du peuple et des agriculteurs, des 2000 propriétaires fonciers et des communautés qui vont être touchées par cet enjeu-là, la construction du
l'oléoduc Énergie Est au Québec. On a affaire à une entreprise de dépossession, de saccage. On doit y répondre avec vigueur. On doit dire non parce que, vous savez, les Québécois, on s'est bien intéressé au projet Mourir dans la dignité ces dernières années. Je pense qu'il faudrait vivre dans la dignité aussi. Ça veut dire être réellement maître chez nous. C'est l'essentiel du message, effectivement, disons, du Front commun Speak Vert, outre, bien sûr, tous les éléments de danger environnemental qu'a notamment souligné M. Rochelot. Et je dois dire aussi que moi, en passant, je suis originaire de la région de Berthierville. On dit, alors, je ne viens pas trop loin d'ici, même si je suis le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors, je connais bien la région, je connais bien quand même ses enjeux. Il faut dire souvent, en région, on a l'impression que les enjeux linguistiques nous touchent moins, n'est-ce pas? On se dit que c'est l'affaire de la région métropolitaine. Alors ici, on a un exemple criant, effectivement, que le combat linguistique dans notre Québec de 2015 est plus nécessaire que jamais. Et la nécessité de se donner des institutions qui soient bien à nous, d'opérer la reconfiguration inachevée que voulait faire M. Camille Lorrain avec la loi 101, qui bien sûr ne s'applique pas aux entreprises fédérales et à bien d'autres corps constitués, institutions au Québec. Alors, ça montre toute la pertinence, effectivement, de ce combat-là. Et cette alliance-là entre défenseurs de la langue française, écolo, je dirais aussi Premières Nations et les naturels, on remarquera aussi que, par exemple, ces groupes-là, outre, peut-être les djihadistes, sont quand même visés par la GRC, les services secrets canadiens et le projet de loi C-51. On parle des écolos comme étant une potentielle menace à l'unité du Canada. On parle un peu en ces mêmes termes-là des Premières Nations et bien sûr du mouvement indépendantiste nationaliste. Or, je pense qu'il devient de plus en plus évident qu'une union de toutes les forces progressistes, de toutes les forces qui disent non à cette tyrannie pétrolière s'impose. Alors, voilà, donc je vous invite à visiter le site web speakvert.québec. C'est une référence à Speak White, évidemment, comme je l'ai dit tantôt. Speakvert.québec, aussi pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, mot-clic, donc mot-clic Speakvert. Et donc, ça permet effectivement d'alimenter les fils de nouvelles à cet égard-là, d'être présent sur les réseaux. Et aussi, il faut dire que, parallèlement à tout ça, il y a eu des plaintes, au commissaire aux langues officielles. Je dois vous dire que ça ne s'attend pas à grand-chose, au commissaire fédéral aux langues officielles, mais celui-ci devrait répondre au courant du mois d'avril, ce qui va nous donner l'occasion, effectivement, de continuer le combat de ce front commun. Et bien sûr, c'est la marche Action Climat, le 11 avril. Alors, tout le monde est bien sûr invité à sortir dans les rues pour faire valoir leur indignation et leur volonté, effectivement, que les choses se passent mieux au plan environnemental. Merci. La revue L'Action nationale, excellente revue en passant, a sorti, comme je disais tantôt, un numéro spécial sur la question de l'oléoduc. Robert Laplante en est le directeur général. Il va faire nous sensibiliser à ce projet. Oui, alors bonjour tout le monde. Je suis honoré d'être là pour vous présenter ce numéro de la revue que nous voulons un instrument de travail pour l'ensemble des citoyens qui sont concernés et qui cherchent à comprendre quels sont les enjeux autour de ce projet de l'oléoduc que le gouvernement canadien et le grand capital au Canada a le pouvoir et la volonté de nous imposer. Les gens qui pensent que la Constitution, ça ne sert à rien, vont peut-être rester surpris de savoir que l'Office national de l'énergie peut décider de leur planter un oléoduc dans leur cour et ils n'auront rien à y redire. Le dossier du pipeline TransCanada est un exemple patent de ce que nous
comprenons quand nous disons que nous ne sommes pas maîtres dans notre maison. La possibilité que le Canada impose ce projet de pipeline, malgré l'Assemblée nationale, malgré la volonté des populations, je pense, interpelle l'ensemble de nos concitoyens parce que, au-delà du piétinement de notre droit à l'autodétermination puis de décider ce que nous voulons dans notre cour, chez nous, dans notre maison, c'est un projet qui comporte tellement de risques que nous n'avons aucun intérêt à y souscrire. C'est rare que ça arrive, mais là, c'est clair. Nous avons un allié objectif à l'échelle du continent. Et ça a été évoqué par M. Rochelot, et ça vaut la peine de le répéter. Ce qui est bon pour les Américains, dans ce cas-ci, est bon pour les Québécois. Pour quelle raison le président Obama a-t-il mis son veto sur le tracé du pipeline Keystone XL aux États-Unis? Ça a été formulé simplement. Le président américain a dit « C'est contraire à notre intérêt national que de prendre un tel risque sur l'environnement uniquement pour permettre l'exportation d'un pétrole dont l'exploitation, par ailleurs, compromet les changements climatiques. » Alors, il n'y a pas de retombées économiques qui mériterait d'être sous-pesées comme contrepartie d'un risque environnemental. Là, on n'est pas dans les nuances. Il n'y en a pas. Le projet de TransCanada Énergie au Québec ne génère rien. Quelques emplois pendant la construction, et encore, rien ne nous dit que ce sera des entreprises québécoises qui seront appelées à réaliser le chantier. Et une fois que c'est installé, quelques emplois de surveillants sur les stations de pompage, et à peu près, on évalue à peu près à 60-70 emplois la création permanente d'emplois par ce pipeline. Nous allons mettre à risque l'eau potable, l'environnement de dizaines et de dizaines de communautés, sans parler évidemment de centaines et de milliers d'exploitations agricoles pour 60 emplois. Il y a là, à sa face même, un faux problème. Ça ne devrait pas se justifier pour des raisons économiques dans l'intérêt du Québec. En plus, évidemment, c'est un projet qui nous entraîne de force, fait de nous des complices d'un saccage environnemental dont les répercussions se font sentir à l'échelle planétaire. L'exploitation des sables bitumineux, c'est un désastre qui concerne le monde entier. Et déjà que le Canada a renoncé, a renié sa signature sur le protocole de Kyoto, alors que nous, Québécois, avons à cet égard une conduite qui nous démarque à l'échelle de l'Amérique du Nord. Nous devrions subir un autre affront en se faisant complice de ce projet pareil. Au fond, c'est un projet qui est contraire à notre intérêt national. C'est un projet qui nous amène dans un modèle de développement qui est à l'opposé même, non seulement de nos intérêts, mais de notre potentiel. Que diable irions-nous faire dans un modèle de développement pétrolier, alors que la société québécoise est une des sociétés les mieux placées au monde pour s'affranchir du pétrole et des énergies fossiles? La moitié de notre consommation d'énergie est d'origine renouvelable. Nous avons un immense potentiel pour accomplir la deuxième moitié du chemin. Et là, nous tournerions le dos à un modèle de développement viable qui serait tout à notre avantage pour servir essentiellement d'intermédiaire, pour ne pas dire de paillasson, à un modèle de développement que tout condamne, à commencer bien entendu par la santé de la planète. Alors, le pétrole, il faut le comprendre, c'est
un modèle de développement qui appauvrit déjà le Québec. C'est le principal facteur, l'importation de pétrole et la consommation de pétrole, qui plombe notre balance commerciale. C'est un facteur d'appauvrissement sournois. Nous devons nous empresser de remplacer le pétrole par des énergies renouvelables si nous voulons assurer notre prospérité. Alors, déjà, l'effet sournois du pétrole a eu sur le dollar canadien un effet de dopage. La devise canadienne a atteint des sommets et provoqué ce que les économistes ont appelé le mal hollandais. Et ce mal hollandais, au cours des 15 dernières années, nous a coûté, il peut y avoir quelques chicanes de chiffres entre les spécialistes, mais au bas mot, 150 000 emplois qui, dans le manufacturier, ont disparu au Québec, et particulièrement dans la région ici. On en a plein d'exemples, parce que le dollar canadien est dopé par l'exploitation pétrolière. Alors, on va en rajouter encore, en s'exposant encore davantage à subir ces effets-là, alors que ce pétrole qui va transiter par notre territoire ne suffira et ne servira même pas à remplacer nos importations. Ce pétrole-là va simplement nous passer sous le nez. Alors, ça ne répond à aucun des enjeux économiques qui confrontent le Québec, où nous devons remplacer nos importations, et non pas les remplacer par du pétrole, mais par des ressources renouvelables, et le faire en misant sur la valorisation de notre territoire. Pour vous donner une idée, l'année dernière aux États-Unis, les développements, la création d'emplois en matière d'énergie renouvelable, seulement dans le solaire, la croissance d'emplois a été plus rapide et plus volumineuse que dans le secteur de l'exploitation pétrolière. Alors, à un moment donné, il faut savoir lire où sont les tendances porteuses. Et dans ce cas-ci, la tendance porteuse nous amène à tourner le dos à ce projet-là, qui est à tous égards mortifère pour le Québec. Merci. Ce que Robert a fait, c'est l'introduction de son mot qui va faire à 5 heures. Si vous voulez attendre la suite, vous revenez à 5 heures. Jacques Tétrault est le porte-parole du regroupement de vigilance hydrocarbures du Québec. 100, 120 groupes, à peu près, si c'est pas plus. Bonjour tout le monde. C'est rare que je vienne entouré de conférenciers comme ça, qui ont bien couvert l'aspect local et même national. M. Laporte vient me couper au moins 50% de ce que j'avais préparé. Mais c'est très, très intéressant. Moi, je représente les citoyens. Hein. J'ai l'expertise d'un citoyen en ce sens que le regroupement a pris naissance il y a 5 ans dans la lutte contre les gaz de schiste. Alors, à l'époque, les gens voyaient des pipelines, pas des pipelines, pardon, mais des tours de forage monter au Québec. Il y en a eu 30 de ça, dont dans votre région, à Champlain, près d'ici. Et il y a eu une grande mobilisation parce que les gens ont eu peur à l'intégrité de leur territoire. Le gouvernement de l'époque, libéral encore une fois, toujours, mentionnait qu'il n'y avait absolument aucun danger. On avait donné tous les permis possibles à ces entrepreneurs-là de faire ce qu'ils voulaient sur le terrain. 2 BAC plus tard, 2 études environnementales stratégiques plus tard, on vient d'apprendre là, tout récemment, à décembre, avant les fêtes, là, que c'était extrêmement dangereux, cette technologie-là de fracturation hydraulique, qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, que c'était dangereux pour nos nappes phréatiques, pour notre santé à tout le monde. Là, on venait de l'admettre, après 5 ans de travaux et de résistance citoyenne, qui a fait en sorte d'obliger le gouvernement à faire son travail correctement. La similitude avec ce projet-là est étonnante. Vous avez, encore une fois, des compagnies qui proviennent de l'extérieur du Québec, venir spolier, s'accaparer notre territoire, avec
ou sans permis. On a vu dans le cas du port de Capuna avec le CQDE, le Centre québécois du droit à l'environnement, l'obligation d'aller chercher des permis, alors que notre gouvernement avait déjà laissé les compagnies aller faire des sondages dans le lit du fleuve Saint-Laurent, dans un endroit où les belugas vont élever leurs petits. Alors, ça a pris nos alliés blancs du fleuve Saint-Laurent pour nous réussir à nous faire gagner cette partie-là de la bataille, les belugas, parce que c'est pas certain que si ça avait été des humains, que le gouvernement aurait vraiment écouté les revendications. C'est curieux, mais c'est des animaux qui ne parlent pas, qui ont réussi à nous supplanter, nous autres, qui parlons beaucoup. Il parle. Oui, ils parlent, là, mais ils ne parlent pas le langage du gouvernement libéral. Il y a un autre parallèle qui est assez troublant, c'est que on vient d'interdire au Québec, du moins momentanément, parce qu'on n'a pas fermé la porte vraiment hermétiquement, d'exploiter les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Notre premier ministre nous a dit que ce n'était pas actuellement rentable, il n'y avait aucun intérêt économique à faire ça, puis qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Alors, M. Arcan, l'automne dernier, a mentionné qu'il était pour mettre sur pied un grand chantier sur l'acceptabilité sociale. On va déterminer c'est quoi l'acceptabilité sociale, un grand chantier pour savoir comment on peut manipuler ça, ce que j'ai dit manipuler, encadrer l'acceptabilité sociale pour en venir à nos fins. Aux États-Unis, M. Laplante en a fait allusion, le président américain met son droit de veto pour un projet de pipeline pour sortir le même genre de liquide, alors qu'ici, on est d'accord avec ça. Pourtant, le premier ministre, le président américain est d'accord avec l'exploitation des gaz de schiste, qu'on interdit chez nous parce que c'est trop dangereux. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Aux États-Unis, non seulement on le permet, mais on l'encourage à très large échelle, le développement des gaz de schiste et du pétrole de schiste, à un point tel qu'on est en train de devenir autonome au niveau énergétique aux États-Unis. Mais au niveau environnemental, ils vont se ramasser avec un sérieux problème dans les années à venir. Puis nous autres, chez nous, ici, on dit non, cette technologie-là, on ne prend pas ça, c'est trop dangereux. Aux États-Unis, ils ne veulent pas le tuyau, nous autres, on le veut. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, là. D'une part, on parle des deux côtés de la bouche en même temps, quoi. Je pense que c'est très important de voir qu'il y a là matière à réflexion et surtout à rouspéter puis faire valoir nos droits. On a très bien couvert la question des fuites. Je ne reviendrai pas là-dessus. La quantité de liquide qui peut s'écouler dans un tuyau de 42 pouces de diamètre, c'est assez impressionnant. Vous savez que d'après le TransCanada, ils ont un temps de réaction de 10 à 12 minutes à partir du moment où ils détectent une fuite, avant qu'on coupe, qu'on arrête le flux, qu'on ferme les valves. Ce temps-là a été fortement mis en doute parce que quand on a un tuyau de 42 pouces, on ne peut pas fermer comme on ferme un interrupteur de maison. Il faut diminuer tranquillement la pression dans le tuyau. Les valves doivent se fermer graduellement parce que si on fermait ça d'un coup sec, ça exploserait. Parce qu'il faut savoir que le liquide qui circule là-dedans, c'est comme une melasse très épaisse. Pour réussir à la faire circuler, on doit la diluer. Alors, on mélange avec ce pétrole-là des diluants, ce qui produit ce qu'on appelle le dilbit, qui est le type de pétrole qui circule là-dedans. C'est le même type de pétrole qui a explosé au lac Mégantic il n'y a pas si longtemps. Et qui a explosé à Gogama, en Ontario, il n'y a pas longtemps, par train. Et qui va régulièrement, comme ça, exploser un peu partout sur la planète, parce que qu'est-ce qu'on prend pour diluer du pétrole? Ben, on prend des produits extrêmement volatiles, de la térébenthine, des choses comme ça. C'est interdit aux fumeurs de se promener dans ce coin-là quand ça passe. Hein? Il y a là une matière à danger, parce qu'on sait qu'un litre de diesel peut polluer jusqu'à 1000 litres d'eau. 1 litre. Quand on pense qu'à Longueuil, il y a eu quelques centaines de litres seulement qui sont entrés dans le système d'aqueduc de la ville, puis on a été 3 jours privés d'eau. Imaginez-vous un train complet qui déraillerait ou un pipeline qui aurait une rupture majeure. On aurait de sérieux problèmes. Je pense que le danger le plus grand dans tout ça, je vous le dis très honnêtement, c'est pas que le pipeline explose. Moi, c'est des possibilités, c'est des probabilités. Mais c'est surtout l'effet pernicieux à long terme
qui s'appelle les changements climatiques. On va augmenter énormément la quantité de gaz à effet de serre qui vont s'évaporer dans l'atmosphère avec cette technologie-là qu'on utilise en Alberta. Ce n'est pas le pipeline là, qui fait les gaz à effet de serre, c'est l'extraction à l'autre bout. Là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux façons différentes de l'extraire, ce pétrole-là. Quand il est à la surface, il est mêlé dans le sable. Là. On le ramasse, on l'amène à l'usine, on le traite là, on sort le pétrole, puis on met l'eau et puis le sable pollué de côté. Quand il est en profondeur, on injecte de la vapeur. Puis c'est ce qui fait remonter le goudron. Puis là, quand il est rendu assez haut, on le ramasse, puis on l'apporte à l'usine. Mais tout ça, là, cette technologie-là, pour faire de la vapeur, on va utiliser du gaz. Ce gaz-là, il provient des gaz de schiste qui est exploité dans le nord de la Colombie-Britannique, là où il n'y a personne qui vit. Alors, tout ce qui est fait comme étude ici au Québec, au niveau des gaz de schiste, puis pour lesquels on dit non, il ne faut pas aller là, c'est trop dangereux, on va l'encourager et on va décupler cette production-là dans le nord de la Colombie-Britannique. Mais il faut savoir que le gaz, comme le pétrole, puis comme la pollution, ça ne connaît pas de limite géographique. Ça ne va pas voter, ça. Ça se promène d'un bord à l'autre de la planète. Alors, ce qu'on produit ici comme gaz à effet de serre en Colombie-Britannique, on va en avoir des conséquences futures. Et là, c'est là que je rejoins beaucoup M. Laporte. C'est nos enfants puis nos petits-enfants qui vont payer, pas nécessairement financièrement, mais ils vont payer de leur qualité de vie. Vous savez qu'on parle de 2 degrés minimum d'ici 2050 qu'on va gagner au niveau de la planète. Bon, c'est bien que cet hiver, ça n'a pas trop paru chez nous, là, mais partout ailleurs sur la planète, ça a été une année record de chaleur. Il faut savoir qu'à chaque degré qu'on gagne sur la planète, ça s'accompagne de 7% de degrés d'humidité supplémentaires. L'été, on appelle ça le facteur humidex. Hein? Je transpire juste à en parler. Puis l'hiver, ben, quand il y a plus d'humidité dans l'air, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des précipitations plus abondantes. Si on est en bas de zéro, ben, c'est de la neige. Puis si on est en haut de zéro, parce que là, la température va fluctuer, ça va créer ce qu'on appelle des tempêtes de verglas. Et je demeure, moi, dans le centre du triangle noir vécu en 98, la fameuse crise du verglas. Je peux vous témoigner que c'est pas drôle de passer un mois pas d'électricité. Parce qu'il y avait eu 3 jours de verglas. Bien, imaginez là, des hivers où on va avoir répétition de tempêtes de verglas. Répétition de, vous allez voir les gens d'Hydro-Québec ressemer des poteaux un peu partout dans la province régulièrement. Alors, remarquez que ça va renouveler le réseau, ça va être bon. On va peut-être comprendre un jour qu'il faudra l'enfouir, là, mais il y a des catastrophes que nos enfants et nos petits-enfants vont subir à cause de notre laxisme. Je terminerai en vous disant que l'exemple des luttes citoyennes qu'on a menées dans les gaz de schiste nous ont amené à cette obligation-là des gouvernements de prendre leurs responsabilités. Puis je pense vraiment que c'est par la lutte citoyenne qui, conjointement avec les conseils municipaux, conjointement avec les MRC, avec les organismes de bassin versant, toute la société civile ensemble, qu'on va réussir à faire comprendre le bon sens à nos gouvernements qui actuellement ne sont nourris que d'un seul côté, de l'information. Pour répondre à la question pourquoi ici dans la région on n'entend pas parler, bien, c'est probablement parce que quand on se fie seulement qu'aux informations qui sont véhiculées par les compagnies, tout est toujours beau. Il n'y a jamais de problème. C'est comme fumer, ça a déjà été très bon pour la santé. Les médecins fumaient dans leur cabinet. Puis si tu voulais être un homme, il fallait que tu fumes des Martens. Hein? C'était ça qui était le slogan. Pendant des années, on a nié l'évidence que ça donnait le cancer. Aujourd'hui, c'est même mal vu de dire qu'on a déjà fumé. Hein? C'est bon. Mais on espère, moi j'espère en tout cas un jour dans ma vie, vivre assez vieux pour entendre des gouvernements dire que on a honte d'affirmer qu'on a un jour osé laisser aller ces compagnies-là sur le terrain, sur nos terrains, sur nos propriétés, sur notre pays. Merci beaucoup. Philippe, dans votre manif, ben écoutez, suite à ce qu'on vient d'entendre, nous, à la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est évident que c'est le début. Je ne sais pas jusqu'où on va s'en rendre. En tout cas, on part l'après-midi. Puis, on va faire notre petit bout de chemin. Dans le fond, ce qu'on a dans nos livres, c'est, dans un premier temps, je pense que c'est important de sensibiliser les élus municipaux,
Fait que, à cet effet-là, nous autres, probablement qu'on va envoyer des documents, ou je ne sais pas trop, mais il y en a fait qui est sûr, c'est qu'on va essayer de sensibiliser chaque municipalité. Ben, j'ai l'impression que cette information-là est un peu diluée. Là. C'est pas simple aussi pour un conseiller municipal autour d'une table qui se fait dire de toute façon, il n'y a rien à faire, ça vient du fédéral, puis ça passe, puis écoute, fait que les gens actuellement, on nous dit tout le temps qu'on n'est pas à chicane, fait que encore plus eux autres, loin de moi, c'est calice. Fait que là, une des premières étapes qu'on va probablement faire, c'est, bon, premièrement, la première étape, c'est qu'à soir, il y a un 5 à 7, fait que je vous invite tout le monde à venir, emmenez vos amis, ça va se faire ici. Fait que, on va faire un début de mobilisation. Mais par la suite, on va envoyer de la documentation, comme je vous dis, aux élus municipaux. Par la suite, on va aller voir notre monde du provincial, pour qu'eux autres aussi, même s'ils sont au Québec, ils ont peut-être quelque chose à dire, même si ça n'a pas l'air à faire partie de leur tendance lourde actuellement de dire quelque chose contre le fédéral, mais quand même, on peut leur dire qu'ils ont le droit de s'exprimer comme député, des fois. Fait qu'en gros, là, puis par la suite, ben, c'est évident qu'on va sensibiliser les organismes sociaux, entre autres les comités de citoyens, mais aussi l'UPA. L'UPA qui a à vivre avec, en tout cas ses membres vont devoir aller avec le tuyau. Fait que là, on a un petit bout à faire avec l'UPA, puis d'autres organisations de la société civile. Fait qu'on amorce un processus pour que dans la région, il y ait un minimum de discussion autour de ce débat-là. D'ailleurs, la société, c'est une discussion qu'on a eue à un moment donné, on est extrêmement surpris de constater que dans le cadre de la loi, je ne me souviens pas quelle loi, mais quand on a fermé la CRE, on a fermé les CLB, là on a fusionné les hôpitaux. Dans le fond, on est en train d'éliminer dans le vocabulaire des fonctionnaires le terme de région. On s'appelle de plus en plus des territoires, on s'appelle plus des régions. Fait que dans le fond, c'est comme si on remettait en cause tout ce qu'on a gagné depuis les 40 dernières années. Dans le fond, on enlève le rôle de l'État, on enlève la révolution tranquille, ça dans le fond, c'est des affaires pour mon oncle, ma tante. Là, on s'en va vers la modernité. Puis ce qui est étonnant, c'est que dans la région aussi, pas un son. Pas un son. À Gaspé, dans le bas du fleuve, au moins ça gigote un peu. Mais ici, là, c'est niet. Ça doit provenir probablement de notre culture de la grande entreprise. Nous autres ici, nos ressources naturelles, on ne les connaît pas. Nous autres, c'est les étrangers qui venaient ici, chercher notre bois. Ils ont même contrôlé notre rivière pendant 100 ans. Nous autres ici, c'est comme si on n'avait rien contrôlé dans notre vie. C'est comme si on avait de la difficulté à dire que ça nous appartient, cette région-là. C'est comme si ça appartenait aux autres. Moi, je pense que l'Oléoduc, c'est peut-être une occasion de dire, ben là, on va arrêter ça. Fait que, on est un peu dans cette dynamique-là. Fait que c'est ça, écoutez, je vous remercie beaucoup. À 5 heures, ben, comme je disais, il y a un 5 à 7, ça va être gratis, tout, on paye. L'autre là-dessus pour organiser des fêtes nationales, fait qu'ils ont la bière. Donc, d'abord, à 5 heures, vous viendrez, il va y avoir plusieurs personnes, oui. Pourrais-je me présenter? Si tu veux te présenter, tu peux bien te présenter. D'ailleurs, tu as l'air d'un aristocrate. Le premier son, s'il n'y en a pas de son, il va en avoir un. Moi, je me présente, mon nom est Michel Marin. J'ai siégé au CA du Conseil régional d'environnement pendant plus de 11 ans. J'ai été président à un moment donné pendant 3 ans. Et puis, j'ai siégé aussi au bassin versant Saint-Maurice. Alors, je connais très bien la dynamique de ce qu'est la problématique qu'on a aujourd'hui. Et puis, vous savez, ce n'est pas juste une question d'économie, c'est une question de politique. Hein. Vous savez qu'un autre grand producteur de pétrole dans le monde, c'est l'Union soviétique. Ben, enfin, pas l'Union soviétique, là, mais l'ancienne Union soviétique, la Russie. Et présentement, là, le jeu, là, c'est que parce qu'on ne peut pas faire passer le pétrole bitumineux par les États-Unis, tant qu'Obama va être là, en tout cas,
pas pour longtemps, il reste quoi, 1 an et demi de terme, là, là. Après ça, c'est une autre histoire. En attendant, là, il y a beaucoup de pression pour que ça passe chez nous ici. Et ça, c'est réel. Maintenant, vous savez, oui, comme M. Laplante disait tout à l'heure, avec la fameuse notre Constitution, hein, on peut nous passer ça sur le dos comme on veut, mais politiquement, il y a une façon de bloquer ça. Là. Alors moi, je vous annonce, pour ceux qui ne savent pas comme moi, là, je suis candidat à l'investiture du Bloc québécois dans Trois-Rivières pour la prochaine élection qui aura lieu, vous le savez, bientôt, bien sûr, cet automne. Et ça serait donc fun si on avait une cinquantaine, même s'il y a bien des gens qui vont peut-être rire, mais ça serait peut-être le temps d'y renvoyer nos 50 députés à Ottawa. Là. Et croyez-moi que ça va avoir un impact parce que je soupçonne que si on envoie 50 députés à Ottawa, peut-être qu'on va avoir un gouvernement minoritaire. Et devinez quoi? Voilà. Alors, ça peut se régler politiquement. Je sais qu'il faut que tout le monde, on se tienne ensemble, là, parce qu'il faut faire quelque chose, c'est évident. Puis quand on parle de transport de bitume, ce n'est pas juste par le rail ou par l'aléoduc, c'est aussi par bateau dans le fleuve Saint-Laurent. Il n'y a rien, il n'y a pas de réglementation. N'importe qui peut faire n'importe quoi sur le fleuve. Il n'y a pas un choix qui va rien dire, ou presque. C'est tout. Bravo. En passant, la position du Bloc là-dessus, c'est non, zéro tolérance. Il n'y en a pas question du bitume de l'Ouest canadien. Ça passe au territoire. C'est le seul parti à Ottawa qui a cette position-là. Les autres donnent tout, ils tournent en rond. Là. M. Mulcair dit à Toronto, c'est bon pour le Canada. Quand il dit au Québec, c'est vrai que c'est pas bon. Puis quand c'est bon pour le Québec, c'est vrai que c'est pas bon. Mais quand il est à Toronto, il dit c'est bon pour le Canada. C'est bon? Écoute, Martin, as-tu des questions? Tout à vous. Comment? Bon, on a terminé. On a terminé. À moins qu'il y en ait qui aient des questions. Vous pouvez toujours poser vos questions sur qui vient à 5 heures. Il faut savoir. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Puis bonne chance, le candidat. Je te vois depuis tout à l'heure. Je me dis,